vrai dire, l'hebdo de Luc Germain sur RDI Guyane. Bonjour, Onys Richard Pillot. Bonjour Luc Germain. Alors vous êtes en Guyane, vous serez l'invité de référence pour la rentrée littéraire organisée par Promo Livre. Vous avez eu le roman, le premier prix, le prix du roman historique en 2006 pour votre roman Les Terres Noyées. Tout à fait. Alors il concerne la Guyane, mais on va peut-être parler de vous un peu auparavant. Si on fait une recherche sur votre biographie, on trouve peu de choses, nom, prénom et le titre du roman, et on sait que vous êtes médecin urgentiste dans le sud de la France. On ne sait même pas dans quelle région. Alors, avant de commencer, vous appelez Onys Richard Pillot. C'est votre nom de naissance ? Richards, mon nom de jeune fille, et Pillot, mon nom d'épouse. Et j'ai voulu garder les deux, parce qu'en tant que médecin, justement, on a le droit de garder les deux noms. Et puis je trouvais bien, justement, de garder cette double identité, voilà. Parce que je suis né Richard et je suis devenu Pillot, donc ça raconte toute mon histoire déjà. D'accord. Alors Richards avec un S, avec un S, tout à fait. Ça nous indique une autre origine que celle que la Guyane, puisque vous avez fait un roman sur la Guyane. Donc quelle est l'origine de ce nom ? Alors Richards, mon grand-père paternel était du Suriname. Voilà, donc pour ça que j'ai un nom anglais. D'accord. Alors, votre biographie, Madame Richards Pillot, où êtes-vous née ? Cayenne. Bien. Et votre enfance, pouvez-vous nous en parler un peu ? Une enfance très heureuse, avec des parents très aimants. Ça fait un peu cliché peut-être. À Cayenne. Je suis allée au collège Zéphyr, ensuite au lycée Félix Éboué. Et après mon bac, comme beaucoup d'étudiants à l'époque, j'ai dû partir pour faire la faculté de médecine. Maintenant, je crois qu'il y a une possibilité de démarrer les études de médecine sur place, mais à l'époque, on n'avait pas le choix. Il fallait partir si on voulait continuer des études secondaires. Des études universitaires, pardon. Alors, vous êtes en effet devenu médecin urgentiste. C'était une vocation, un choix, ou était-ce une question de circonstance ? Alors, j'ai eu plusieurs envies quand j'étais enfant. Je voulais être journaliste. Voilà, mais bon, voilà. Ensuite, j'ai toujours voulu être écrivain, bien avant ça, et je me disais écrivain, journaliste, c'était pas mal. Pour la carrière d'écrivain, maman m'a dit, ma chérie, les écrivains meurent de faim. Bon, ça m'a fait un peu réfléchir. Pour la carrière de journaliste, je me rappelle, j'étais allée au CDI de mon lycée. On m'avait dit, oh là là, c'est très compliqué. En plus, pour quelqu'un qui vient d'outre-mer, oh là là, c'est difficile de faire son trou. Donc je me suis dit, oh là là, bon. Et puis médecine, finalement, c'était resté dans un petit coin parce que je me voyais bien faire de l'humanitaire, être médecin sans frontières. Et du coup, je suis revenue à cette première idée que j'avais un peu laissée de côté, en sachant que j'ai fait un bac littéraire, donc j'étais vraiment pas partie dans cette branche, dans l'idée de poursuivre dans une branche scientifique. Et donc je me suis dit, bon, je vais tenter. CDI m'a quand même dit que j'avais aucune chance d'être médecin, mais bon, j'ai quand même poursuivi. Oui, c'est bien de démentir les oracles de temps en temps, surtout pour quelqu'un qui sera quand même un écrivain. Il y a une information qui apparaît quand même sur votre petite biographie. On dit que vous aimiez la littérature. Alors, vous étiez même peut-être, d'ailleurs, vos études l'indiquent. Vous étiez éprise de littérature, et de quelle littérature ? Quand j'ai tout lu, en fait. J'adorais lire. Donc, il fallait toujours que j'ai un livre en cours. Donc, en fait, j'ai tout lu, aussi bien, j'ai tous les genres littéraires. C'est vrai que le genre historique m'a particulièrement plu, mais j'ai vraiment tout lu. Et c'est vrai que j'ai commencé mes premiers... déjà au collège, dès la 6e, j'avais écrit mon premier roman qui avait paru dans le journal du lycée. C'était une histoire de maison hantée, de fantômes, donc c'était un peu rigolo. Et dont je n'ai gardé aucune trace parce qu'en fait, je ne savais pas qu'il fallait pas donner les originaux et le journal du lycée l'a perdu.
Oui, bah, bon, on a peut-être des regrets, mais aussi l'occasion de ne pas en avoir. Oui, tout à fait. Alors, vous avez tout lu. Donc, vous avez lu, par exemple, les Russes, vous avez lu les auteurs latino-américains, bon, Tout à bien fait. entendu les auteurs européens, ou Tout à peut-être fait. des auteurs scandinaves, et il y en a Tout à aussi, fait. La ou littérature oui, antillaise, tout. ou Cartès, ou des choses comme ça. Musil, par exemple, parce que c'est quelqu'un Non. non. Ah, Non. pourtant, Musil, c'est un écrivain majeur. Euh, Qu'est-ce qui vous a intéressé dans ce que vous avez lu? Et vous dites tous les genres. Alors, il y a des écritures classiques, des écritures modernes, contemporaines. Donc, bon, il peut y avoir Victor Hugo, il peut y avoir Tout à fait. Lamartine, Flaubert, bien entendu, Tout à fait. et des contemporains. Rob Grillet. Qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce qui vous a plus intéressé? Je reste quand même assez attachée au roman historique de façon générale. Au niveau des genres, j'ai et surtout le genre classique. C'est vrai que de, j'avoue que je lis récemment, je me suis retrouvée finalement à revenir au classique, au roman classique, parce que voilà, c'est quand même une écriture qui me parle. Et j'avoue avoir un peu de mal avec certaines écritures contemporaines. D'accord. Les romans classiques, est-ce que ça peut comprendre Jules Verne, par exemple, qui est un roman d'aventure et de Oui, ou fiction, ou Victor est-ce que ça Hugo peut comprendre Anatole France ou Victor Hugo que j'ai relu récemment. Alors bien sûr, c'est très dense Victor Hugo, mais voilà, c'est le genre d'écriture voilà que j'aime bien. Alors, si je vous dis tape, 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 qu'est-ce que ça vous indique? Ça me rappelle une petite main qui frappe et qui appelle. D'accord. Alors moi, si vous me posiez la question, je vous dirais, ça me rappelle les premiers mots du roman de Eunice Richard Tout à Priot. fait. Alors, tap, 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 ça indique une fenêtre quelque part, on est dans une habitation au bord de la Prouague, et c'est le bruit que fait une fenêtre, on imagine, qui claque contre le chambranle, contre le mur, sous l'effet du vent. C'est ça? Non, c'est la main d'un petit garçon qui frappe contre les parois de son cercueil. Donc, la première scène est lorsqu'on entend tap, 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 qui revient au paragraphe suivant, on voit bien qu'il y a une répétition. Alors, c'est un élément, on va revenir sur la signification tout à l'heure, parce que le tap, tap, c'était intéressant, parce que c'est d'une onomatopée, et le tap-tap, c'est aussi le pouce-pouce que l'on a au Vietnam, ça on les appelle les tap-tap. Ah, non, je ne savais pas. Et le tap-tap, c'est aussi le mot qui désigne les taxis et les tombées levées en Haïti. Vous voyez? Donc, je me suis dit, on va voir un peu ce que nous dira Madame Richard Pillot sur la question. Ce tap-tap, c'est donc pour un auteur, ça c'est intéressant, donc c'est sonore. Le tap-tap est sonore. La façon dont vous décrivez, les protagonistes, hein, donc je pense à Marcel notamment, à Emilia, qui va se lever plus tard, mais tout ceci est enrobé par une ambiance sonore, c'est-à-dire vous évoquez tous les bruits là, jusqu'au moment où il va arriver derrière le cimetière après un certain nombre de peurs. Est-ce que alors oui, la technique me fait signe. On passe à la régie promotion. Donc on se voit dans quelques instants. Des thématiques sur tous les sujets d'actualité. Ayo Délé-Germa en parle avec ses invités en direct du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45 sur RDI Guyane dans Midi Ayo. Économie, politique, sociale, santé, culture. Suivez au quotidien nos rendez-vous avec l'actualité de notre territoire. Dans Midi Ayo sur RDI Guyane, sur 105.1, en story live Facebook et sur YouTube.
Alors, ce tap-tap, on a l'impression que c'est une fenêtre qui bat contre une cloison. Vous évoquez également des bruits, le bruit des portes qui grincent, celui des feuillages, du vent qui bruisse dans les arbres. Vous créez cette atmosphère sonore. Alors, est-ce que vous vous dites, ça c'est un travail d'écriture, je vais poser un cadre et évoquer tout ça, ou est-ce que ce sont des réminiscences, parce que vous habitez la Guyane et vous connaissiez bien l'atmosphère, donc c'était intentionnel, ou est-ce que vous êtes laissé guider par une espèce d'improvisation? Alors, ça tient à ma façon d'écrire, en fait. Je ne prévois rien. Quand j'ai besoin d'écrire, je lis, là, notamment dans le cadre d'un roman historique, je lis tous les ouvrages qui ont un rapport avec ma période, et j'attends. J'attends que le premier mot arrive. Je n'ai jamais de brouillon. Par exemple, Les Terres Noyées, j'ai écrit le roman sur plus d'1 an, parce qu'il a fallu faire des coupures, il était beaucoup plus long. Et je ne me relis pas, donc je démarre et j'arrive à la fin, et quand j'arrive à la fin, je relis. Et c'est d'abord un travail de lâcher prise. Alors, Eunice, avant de poursuivre, oui. Et on revient sur le lâcher prise, je vous propose une pause et on se retrouve dans un instant. À tout à l'heure. Des thématiques sur tous les sujets d'actualité. Ayo Délé-Germa en parle avec ses invités en direct du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45 sur RDI Guyane dans Midi Ayo. Économie, politique, sociale, santé, culture. Suivez au quotidien nos rendez-vous avec l'actualité de notre territoire. Dans Midi Ayo sur RDI Guyane, sur 105.1, en story live Facebook et sur YouTube. Bien, nous revenons avec Eunice Richard-Pillot. On évoquait le tap-tap. Alors, voilà. C'est une phrase, alors c'est ce qu'on appelle une phrase seuil, c'est-à-dire le début d'une phrase, le début d'un roman. L'avez-vous choisi, avez-vous voulu créer un effet, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé à vous? Voilà. Et donc, justement, je poursuis dans ma façon d'écrire. Avec le premier mot arrivent les images. Donc j'entends et je vois. Et je ne fais que retranscrire ce que je vois. Donc ça veut dire que ce tap-tap, ça peut paraître un petit peu, c'est presque limite schizophrénique. C'est-à-dire qu'en fait, je suis avec les personnages, je les regarde vivre. Donc tout ce qui se passe, la porte qui grince, le vent, ce sont des choses que je perçois, que je ressens. Et je me contente de les écrire. Bien, alors on va se situer l'histoire. 1785, on est 4 ans avant la Révolution française, l'abolition de l'esclavage qui suivra. Et donc c'est l'histoire d'une famille noble désargentée qui vient s'installer en Guyane à la demande d'un oncle. Donc on a 2 frères issus de cette noblesse-là. Tout à fait. Et ils pensent venir, comme tout le monde, bien sûr, découvrir l'Eldorado, et en fait, ils vont découvrir la réalité de la Guyane. Donc, c'est un pays tropical, c'est un pays amazonien, ça veut dire qu'il y a une faune, une flore exceptionnelle, d'une densité hors du commun, et c'est ce à quoi ils vont se trouver confrontés. Ce décor-là, est-ce qu'il vous ramène à des souvenirs, ou est-ce que c'est la documentation qui a fait vivre ce décor? Alors, tout d'abord des souvenirs. Quand je l'ai écrit, j'étais encore en Guyane, donc c'est un milieu que je connais. J'ai eu l'idée d'écrire ce roman parce que, à l'occasion d'une balade en bateau dans la région, le guide nous avait signalé qu'il y avait des plantations dans cette zone. Bon, j'avais trouvé ça un peu extraordinaire. Du coup, j'étais allé me renseigner, puisque bien sûr, la nature a repris ses droits. Donc, c'est une ambiance que je connais. Donc, en fait, au moment où j'ai écrit l'histoire, mon cerveau n'a fait que me restituer des sons, des odeurs, des images qui étaient enfouies en moi. Alors, le roman historique traite bien sûr d'événements, de faits
de situations qui sont authentiques. Alors, est-ce que ces personnages sont authentiques? Est-ce que la goélette, le Galibi a existé? Bien sûr. Et le capitaine Lafitte aussi. Non. Non, dans ce roman, qu'est-ce qui constitue parce qu'un roman historique, Bien sûr. c'est quand même lié. Hein, non Tout seulement à un fait. contexte, une époque, etc. Mais on a des éléments de la réalité qui interviennent. Alors, quels sont ceux qui font partie de cette réalité et ceux qui ne le sont pas? Alors la construction, l'établissement de l'habitation, le collège, qui sert en fait, je m'en suis servi comment dirais-je, c'était un peu d'éléments de comparaison pour l'habitation de mes le deux. collège a existé. Le collège ça a existé, existait. voilà, pour les deux frères L'habitation. Bessner. C'était ce vers quoi ils tendaient. Jean-Samuel Guisan. J'ai eu en main la photocopie de ses mémoires que la Suisse m'a envoyé, le canton de Vaud m'a envoyé, et c'était vraiment écrit à la plume, et ça a été une mine précieuse parce que Jean-Samuel Guisan dépeignait ses contemporains, donc je m'en suis servi. Justement, par exemple, le gouverneur en place, Lescalier, avec qui il a eu beaucoup de déboires, en fait, je le décris avec un peu les mots de Jean-Samuel Guisan, et il raconte certaines anecdotes que j'ai pu récupérer. Donc ça, pour tout ce qui est l'habitation, le collège, l'établissement du moulin à sucre, voilà, j'ai énormément de documentation, enfin de détails de la vie de Guisan qu'il raconte lui-même. Donc ça, c'était super. Alors Charles et son frère Alexandre Lacour de Bessner ont-ils existé? Non, donc ils sont. Par contre, leur oncle était réel, et à l'époque, en fait, il leur servait de prête-nom, puisque voilà, les nobles n'avaient pas le droit d'avoir de commerce, et donc ils ont servi de prête-nom. Alors, l'habitation qu'ils vont réaliser, quand vous la décrivez, mais on la voit déjà, on l'entrevoit dans le premier chapitre, l'ouverture, qui est une introduction qui annonce déjà en fait le contenu du livre. On a l'impression que vous y êtes. On a l'impression aussi de voir ces habitations, pas nécessairement celles de Guyane, mais enfin, peut-être celles de Louisiane ou d'autres. C'est un espèce d'univers dans un lieu complètement étouffé par la nature. Tout à fait. Vous y étiez? Oui. 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 Et donc, parce que quand on est dans cette région-là, aujourd'hui, il n'y a que des vestiges. Tout à fait. On voit Saint-Jean. Alors, le nom Guisan, je pense que Guisambourg vient de Guisan, tout à fait. entendu. Tout à fait. Mais il reste très peu de choses. Or, vous avez fait une peinture qui est assez saisissante dans des lieux. Vous avez vu des documents, il y a une iconographie sur la question. Voilà, donc dans les archives à Cayenne m'ont pas mal aidé. J'ai eu beaucoup de documents et de descriptions de certaines habitations. Et j'avais effectivement la description les descriptions dans les mémoires de Guisan, de l'orientation des bâtiments. Donc ça m'a aidé, mais bien sûr, il a fallu que je brode autour de ça. Alors j'avoue que l'introduction est assez prenante. Hein. Je dirais même que c'est un vrai début de thriller. Enfin, c'est un roman à la fois fantastique. Le prologue dit, elle est titrée L'enfant né une deuxième fois. Voilà, l'enfant c'est Théo. Sa mère c'est Marcel, celle qui se réveille, vous savez, dans ce logement des femmes. Qui baigne dans sa sueur, etc., qui réveille Emilia, et elles vont quelque part, elles sont poussées par quelque chose. Alors, bien sûr, on ne va pas révéler ce qui se passe, mais enfin, peut-être peut-on dire quand même que il est cet enfant Théo, qui est le sien, qui est mort 3 ans plus tôt, elle va au cimetière parce qu'elle est attirée par quelque chose. Alors, pourquoi me dites-vous que vous me dites que le tap-tap du début du livre, quand on prend pour le bruit d'une fenêtre, est celui de l'enfant qui frappe sur le cercueil. Pourquoi dites-vous ça? Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Y a-t-il pas quelque chose de plausible ou de fantastique dans cette affaire? Tout à fait, c'est tout à fait fantastique. Et d'ailleurs, elle le dit, Marcel, Théo m'appelle. Et Emilia lui dit, ben non, tu es folle.
Mais est-ce que j'avais besoin de mettre, parce que j'imagine que tout ce milieu devait être horrible, enfin, pour ces esclaves, et ce lien que pour moi c'était un peu la nature, une espèce de revanche d'une mère qui a souffert, et la nature et Dieu, ou les dieux, puisque certains sont encore baignés de l'animisme de leurs origines africaines. Et ben finalement, voilà, les dieux ne peuvent pas que le faire tomber sur leur tête plein d'abominations. Là, je trouvais magnifique que le roman démarre sur un don exceptionnel. Et Théo va être le fil conducteur de toute l'histoire, parce que justement, c'est un don de Dieu, Théophile, aimé de Dieu, il était presque prédestiné, et justement, il va apporter un peu plus à cette histoire, de par, voilà, je ne vais pas en révéler trop. Mais là, bien sûr, mais là il y a quand même une prouesse d'écrivain assez remarquable, parce que elle arrive, ces deux femmes qui sont effrayées parce que c'est la nuit, une nuit de pleine lune d'ailleurs, qui effraie aussi bien Marcel que Maria, qu'Emilia. Elles arrivent près du cimetière. Entre-temps, elles croisent le commandeur dont vous dites que c'est un homme dont la peau était plus noire que l'obscurité. Pourquoi avoir choisi ce commandeur noir et pas un géreur blanc ? Parce qu'ils existaient, ces commandeurs noirs, justement. Et j'ai voulu brosser un peu toutes les situations. Et au fur et à mesure de mes recherches, j'ai été étonné, justement, de savoir qu'il y avait des commandeurs noirs. Je cite par exemple il y a par exemple la rue Madame Paillet, qui a épousé Monsieur Paillet, qui était alors je ne sais, j'ai pas réussi à savoir si elle était esclave ou si c'était une africaine libre, mais toujours est-il qu'elle a dirigé un atelier d'esclaves. Donc finalement, voilà, je me suis dit, finalement, les choses à l'époque étaient pas forcément manichéistes, et que le commandeur pouvait être noir. Donc je trouvais intéressant que le commandeur soit noir. Oui, c'est vrai qu'il y a même des commandeurs redoutables, Tout à fait. ou des géreurs qui étaient Tout à fait. qui ne cédaient en rien à leurs homologues blancs. La goélette arrive à Caux. Alors bien sûr, on est dans le domaine de l'esclavage, si on le bien. Donc ces deux frères viennent, c'est une colonie d'exploitation. Ils veulent créer une habitation, et ils ont de leur cale 100 esclaves, une centaine d'esclaves, principalement des hommes robustes et des femmes. Ils vont accoster à Caux. Caux, vous l'écrivez, c'est écrit dans le roman C-A-U-X. Parce que le K n'apparaissait pas. Donc je pense que le K, c'était une écriture, c'était une écriture plus moderne, voilà. D'accord. Donc j'ai respecté l'écriture sur, la façon de l'écrire de l'époque. Voilà. C'est pour ça. Je voulais savoir si c'était une donnée historique. Oui, tout à fait. Le K n'apparaissait pas. Et vous trouvez ce mot-là, il figure dans des archives ou notamment dans les mémoires de Guisan. Il l'écrit comme ça. Alors, on est assez surpris de voir ces goélettes qui arrivent à remonter la Pourrague. Est-ce que quand vous étiez enfant ou adolescente, quand vous alliez à la Pourrague, est-ce que vous aviez le sentiment, que des bateaux de tel tonneau pouvaient remonter le fleuve ? Non, pas du tout. Et je me dis que ça devait être magnifique. Magnifique pour les marins, et encore, parce qu'on n'a pas l'air, ils n'ont pas l'air ravis. Donc ils ont les conditions de vie qu'on a effectivement au XVIIIe siècle. Vous situez donc cette époque-là juste avant la fin de l'esclavage. Ça a une signification particulière, parce que l'esclavage était rétabli. On aurait pu imaginer un roman dans lequel on a des esclaves, des gens qui se croient émancipés et qui soudainement vont redevenir esclaves. Alors c'est un choix de votre part. Oui, parce que je voulais quand même finir sur une note un peu positive de cette abolition, de cette première abolition de l'esclavage. Alors vous avez un écrivain qui s'appelle Paul Constant, une écrivaine, un auteur, qui a écrit Le Gouvernateur, ça se passe en Guyane aussi.
Son père était médecin. Alors moi, je fais le parallèle. Vous êtes médecin. Bon, bien sûr, c'est une littéraire. Elle fait des études de littérature. Elle a écrit. Elle, cette année, c'est une auteure qui a repris le concours. Vous avez croisé son chemin. Vous n'avez pas lu ses ouvrages, le Gomanator, par exemple, sur la Guyane, parce que bon, son père étant médecin, chirurgien, donc. Elle a vécu la Guyane. C'était à peu près, on n'est pas loin de votre époque, mais enfin bon, on n'a pas fait, c'était pas la même fiction. Pourquoi, après ce roman, manifestement, quand on cherche, on ne trouve pas. Alors, il aurait pu y avoir une suite ou un autre roman qui aurait pu puiser aux mêmes inspirations. Vous avez cessé d'écrire, Eunice Richards-Pillot ? Non, j'ai continué à écrire. Mon prochain roman doit sortir, j'espère, en fin d'année. Et donc, il traite de la catastrophe de Kourou. Donc, il démarre 20 ans avant le début des Terres Noyées, donc les années 1763. Alors, c'est un roman historique, ça a été une tragédie, mais épouvantable. Je pense qu'au prorata des morts, il n'y a pas eu d'équivalent. Pourquoi vous faites ce choix ? Alors, y a-t-il un rapport entre votre profession de médecin, qui est assez proche, assez morbide en fait ? Est-ce que vous vous intéressez ? Est-ce que c'est un ressort qui vous paraît essentiel dans le fait d'écrire ? Non, parce la catastrophe de Kourou, j'ai commencé à m'y intéresser parce que effectivement Guisan l'évoque, et justement à l'époque il disait mais que 20 ans plus tard, chaque fois qu'on évoquait ça, les gens en tremblaient d'effroi encore 20 ans plus tard, tellement ça avait marqué les esprits. Et ça m'a donné envie de fouiller et de rassembler un peu quelques documents sur le sujet. Et voilà, j'ai construit une autre histoire à partir de ça. Donc ce sera un roman historique lui aussi, ou une fiction qui s'inspire de l'histoire ? C'est un roman... C'est une grosse fiction parce que finalement... Ils meurent tellement tous que finalement il n'y a pas de personnage qui marque. C'est à part Champvallon, l'intendant qui a mené l'expédition, mais il est beaucoup plus fictif. Voilà, c'est plus une fiction qu'un roman historique, mais alors sur des bases historiques comme d'habitude. Ce sera ma dernière question. Vous écrivez des romans historiques donc sur l'histoire, donc sur le passé. Est-ce que ça signifie que le présent de ces sociétés, que ce soit la Guyane ou ailleurs, et notamment la Guyane, est-ce que vous le trouvez moins intéressant ou est-ce que affronter cette réalité-là ne vous inspire pas ? Je pense qu'il y a tout d'abord un gros travail de mémoire à faire, parce que je n'ai absolument pas appris, étant enfant, je n'ai absolument pas appris l'histoire de la Guyane. Donc j'ai un peu envie de combler un vide, et je pense qu'il y a encore beaucoup de belles histoires à raconter, ne serait-ce que pour se réapproprier une histoire. Donc c'est ce qui me motive en fait. Et l'histoire est jalonnée d'histoires tellement passionnantes que je me dis, il y a encore à faire. C'est un beau terreau sur lequel on peut faire pousser des choses. Donc, ce n'est qu'un au revoir. Je vous dis merci Eunice Richards-Pillot, et très probablement en 2022. J'espère. À bientôt. À bientôt, au revoir. C'était À vrai dire, l'hebdo de Luc Germain sur RDI Guyane. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne.